Le sujet des canaux artériels du prématuré, c'est un sujet qui date un petit peu maintenant, mais qui est un sujet intéressant parce que c'est une alternative à la chirurgie, en tout cas comme le stenting l'est éventuellement à d'autres techniques de revascularisation de la circulation pulmonaire ou systémique. Et surtout, on a vu les choses évoluer ces dernières années, non pas vers la fermeture du canal artériel des prématurés comme une alternative, mais comme la technique de prédilection chez ces enfants. Donc, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, on va parler du canal artériel, comme disait Damien, chez les prémas. Et finalement, ça reste encore une question largement débattue, puisqu'il y a des meetings entiers qui sont consacrés à ce thème. Donc, on va regarder un peu le canal artériel du point de vue du néonatologue, puis on va voir comment est-ce qu'on peut le fermer, comment est-ce qu'on peut le fermer en salle de cathé, et qu'est-ce qu'on a dans la littérature de publier sur le follow-up et le devenir des bébés chez qui on a fait cette procédure. Donc, le canal artériel du prématuré, c'est quand même une maladie étrange, puisqu'on voit que chez un enfant prématuré, son incidence varie dans l'Europe de manière assez spectaculaire, qu'elle varie en France et qu'elle varie dans les villes. Et même dans une même ville, il y a des centres pour qui le canal artériel du préma est un gros problème, et il y en a d'autres pour qui il ne l'est pas. Et donc, de la même manière, il y a des centres qui vont vouloir traiter ces canaux artériels de manière très active et d'autres qui ne vont pas vouloir traiter le canal artériel. Jusqu'à maintenant, vous voyez qu'il y a encore énormément de littérature sur le traitement médicamenteux ou l'absence de traitement chez les prématurés, et une grosse revue des Hollandais parue dans le New England fin 2022 qui avait étudié 273 prématurés avec un canal artériel significatif à l'échographie et qui avait randomisé les bébés traitement par ibuprofène versus pas de traitement, n'a pas montré de différence dans le traitement du canal en termes d'entérocolite, de bronchodysplasie pulmonaire et même de mortalité. Donc déjà pour le traitement médicamenteux, il y a encore des controverses, et donc pour le traitement, ce traitement qui a déjà presque 40 ans, donc vous imaginez que pour le traitement percutané qui a un peu moins de 10 ans, les controverses sont encore multiples. Donc quand même, il y a des enfants qui ont un gros canal, et donc on a 4 manières de voir ce canal. Soit on va le négliger, soit on va le traiter avec des médicaments, soit on va faire de la chirurgie, soit on va faire du cathétérisme cardiaque, et nous, on va essentiellement parler de cathétérisme. Là aussi, c'était une étude qui avait fait Satanan Dalam, qui travaille à Memphis et qui a fait un énorme travail dans la fermeture du canal artériel du prématuré, et qui a vraiment fait avancer la technique. Et dans un congrès dédié au canal artériel du prématuré, il avait posé plusieurs questions à l'Assemblée, et vous voyez que quand on leur pose la question... Quand on pose la question aux gens, est-ce que quand on a fait un traitement médicamenteux pour un canal artériel et qu'il embête toujours le malade, qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous voyez que la moitié va dire on veut le fermer par cathé, l'autre moitié va dire on veut faire de la chirurgie. Idem quand on leur dit quand est-ce que vous voulez fermer le canal? Très tôt, avant 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois, là aussi les avis divergent beaucoup. Et vous voyez également que quand on leur demande qu'est-ce qui vous inquiète si on va fermer le canal artériel par voie percutanée, quelles sont les complications qui vous inquiètent, là aussi, grosse variabilité. Il y en a qui pensent qu'on va faire une ischémie de membre inférieur, il y en a qui pensent que la prothèse ne va pas tenir, il y en a qui pensent qu'on va abîmer les reins avec du produit contraste. Et donc là aussi, et cet article est encore assez récent puisqu'il date de fin 2019, grande variabilité de ce que les gens pensent sur la technique. Tout ça étant dit, on voit quand même qu'on ne fait plus de chirurgie et on fait de plus en plus de cathé. Donc, malgré toutes les réticences ou toutes les questions qu'on a encore, la technique de cathé devient prépondérante quand on fait un traitement actif et invasif. Cependant, ça reste un traitement de seconde intention après un échec de traitement médical ou quand il y a une contre-indication du traitement médical, comme une insuffisance rénale,
qui contre-indiquent l'ibuprofène, comme une perforation qui contre-indique l'ibuprofène aussi. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Le canal artériel du préma, c'est quoi? C'est un énorme tuyau qui est rectiligne, qui a la taille de l'aorte, et vous voyez l'image échographique typique de ce canal artériel, et vous voyez l'image angiographique typique aussi de ce canal artériel. Et évidemment, j'ai rajouté cette image juste avant de commencer, l'image d'angio, parce que vous allez voir que je ne vais pas en montrer beaucoup, parce que finalement, nous, on ne fait plus d'angiographie, et on ne se basera que sur l'échographie pour traiter les patients, décider du device qu'on va mettre et de checker la bonne position de la prothèse. Et donc, c'est quoi un canal artériel significatif? Il y a une définition clinique qui est utilisée par les néonates, qui est des signes d'hyperdémie pulmonaire, et donc on n'arrive pas à ventiler les enfants, ils sont congestifs, et des signes d'hypoperfusion systémique avec des entérocolites, de l'hypotension, insuffisance rénale et hémorragie cérébrale. Et puis, c'est des enfants qui, s'ils n'ont pas les stigmates typiques de l'hyperdébit ou de l'impossibilité de déventiler les enfants ou d'hypoperfusion, ont des difficultés pour grossir et pour être alimentés de par une hypoperfusion relative du système digestif. Et puis, il y a des critères hémodynamiques, des critères échocardiographiques maintenant qui sont bien établis de qu'est-ce qu'un canal artériel significatif à l'échographie. Il doit avoir une taille de plus de 2 mm avec un flux non restrictif, des signes d'hyperdébit pulmonaire avec un ratio OG-aorte supérieur à 1,6 et un flux télédiastolique dans l'artère pulmonaire gauche de plus de 0,2 m par seconde. Tout ça associé, et ça c'est très important parce que les néonates regardent beaucoup ça, à une diastole nulle ou inversée dans l'aorte descendante, la mésentérique, l'artère rénale ou l'artère cérébrale. Et donc, sur base déjà de cet hypodébit systémique, les néonatologues vont nous référer ces patients, puisqu'il faut bien le dire, ce n'est pas nous qui posons l'indication de fermeture du canal artériel, mais ce sont bien les néonatologues sur base de critères composites alliant une anomalie de la clinique associée à un canal artériel échographiquement significatif. Et donc, si on veut avoir un programme dédié à la fermeture du canal artériel, il faut créer une équipe multidisciplinaire qui va s'occuper de ces bébés qui sont très fragiles, avec des anesthésistes, et je pense que ça, c'est la pierre angulaire de cette procédure, des cardiologues qui sont bien formés à l'échographie et qui vont d'abord décider de quelle prothèse on va mettre, guider pendant l'échographie, pendant la procédure, et pouvoir nous aider pendant la procédure. Moi, j'ai coutume de dire que dans cette procédure qui s'est faite à 4 mains avec un interventionnel et un échographiste, l'échographiste, c'est le cerveau, l'interventionnel, c'est celui qui a les mains. Il faut des néonates qui s'occupent des enfants, qui réfèrent les enfants, qui sont convaincus que c'est une bonne procédure. Et puis, il faut une équipe OKT qui peut installer les enfants et s'en occuper, puisque quand vous avez un enfant de 800 grammes qui vient en cathétérisme, c'est quand même une organisation un peu particulière. Et puis, c'est des enfants qui sont parfois très instables. Et donc, il faut adapter notre organisation à ces bébés, c'est-à-dire qu'il faut les prendre vite au KT et leur faire une place si c'est nécessaire. Et puis, si le jour où on a pris la place, c'est organisé, les enfants sont instables, où il y a des signes de peut-être un début d'infection, il faut attendre et être à la disponibilité. Il faut être disponible pour ces enfants et c'est eux qui décident plutôt du bon timing que nous. Avec aussi une checklist et cette checklist doit être validée par tout le monde et cette checklist, elle a pour but de diminuer au maximum le temps que l'enfant va passer en salle de cathétérisme cardiaque qui, pour un bébé de 800 grammes, est un environnement hostile où on peut se refroidir, où il n'y a pas de néonatologue à proximité puisque c'est un anesthésiste qui s'occupe de lui. Donc, le bébé doit rester le moins de temps possible hors de sa couveuse et de la néonate. Et donc, comme je vous disais, tout commence avant la procédure. Puisque avant la procédure, on aura optimisé l'hémoglobine, on aura des voies d'accès pour qu'on ne doive pas reperfuser l'enfant en salle de cathé, il sera ventilé et sédaté avec une sédation qui sera débutée bien avant l'arrivée en salle de cathé. Il y a toute une logistique pour transférer ces bébés
en salle de cathétérisme avec une ventilation sur leur respirateur de néonat, parce que les respirateurs en salle de cathétérisme ne sont pas adaptés à des tout petits poids. Les respirateurs ont un beaucoup trop gros espace mort, et si vous utilisez un respirateur conventionnel, les enfants vont avoir une capnie très très élevée assez vite. Il faut préparer la salle de cathétérisme pour les accueillir. On va limiter le monitoring au maximum parce que vous n'allez pas avoir de la place pour mettre les électrodes du cathétérisme et les électrodes de l'anesthésiste de brassard de tension. Donc, des électrodes, une sonde de température pour monitorer la température, parce que ça, c'est un élément très, très important. Et cette sonde de température nous servira aussi de repère. Et bien sûr, avant de piquer l'enfant, on refait une échographie au moment où l'enfant est installé, parce que le canal artériel est une structure, comme vous allez voir, qui se modifie dans le temps, qui peut se spasmer et qui peut se mettre à chanter en droite-gauche si l'enfant est instable. Alors, ça c'est une diapositive très technique, je vais dire, mais comment on ferme un canal artériel chez un prématuré? Bien sûr, on ne va pas mettre de voie artérielle parce qu'on aurait une ischémie du membre inférieur. On n'anticoagule pas les enfants, enfin ça c'est débattu, mais de manière générale, on n'anticoagule pas en systémique les enfants, mais on va anticoaguler le sérum physiologique qu'on utilise pour éviter les hémorragies intracérébrales. On va donc utiliser un accès veineux en général éco-guidé. On évite toutes les manipulations nécessaires, genre calcul de pression pulmonaire ou QPQS. Le canal est gros, on sait que la pression pulmonaire est élevée, c'est pas ça qu'on va faire, on va fermer le canal et on s'en va. On essaye de diminuer le contraste et nous, on a pu démontrer en France qu'on peut se passer complètement de contraste, ce qui est important pour la fonction rénale, je pense, de ces bébés. On diminue les rayons X au maximum et je vais vous montrer qu'il faut essayer de s'en passer complètement. On utilise toutes les repères qu'on peut utiliser qui peuvent être utiles, comme la trachée, qui est un repère important, et la sonde de température. Et le plus important, c'est d'avoir un guidage en temps réel d'échographie. Et souvent, on a tendance à oversizer un tout petit peu, mais pas beaucoup, le device pour avoir une compression significative et suffisante du device pour éviter l'embolisation. La prothèse qui est le plus utilisée, elle a aussi le marquage CE et le FDA Approval, c'est le Piccolo Occluder de chez Abbott. Et ils ont des guidelines et des critères d'utilisation assez simples. En gros, moins de 2 mm, on utilise une prothèse dont le disque central mesure 3 mm. Entre 2 et 3,2 mm, on va utiliser une prothèse dont le disque central est de 4 mm. Et au-delà, on utilisera une prothèse dont le disque central est de 5 mm. Ce que vous voyez sur le tableau orange, c'est que si vous utilisez une prothèse plus grosse, donc de 5 mm, les disques extérieurs, donc de part et d'autre du disque central, sont de 6,5 mm, et ce qui est très important parce que vous imaginez que chez un tout petit bébé, la taille des disques extérieurs est aussi à prendre en compte. Et alors, elles existent en différentes longueurs, 2 mm, 4 mm et 6 mm, et de manière générale, on a tous tendance à utiliser des prothèses assez courtes pour éviter la protrusion dans l'aorte ou dans la plaie. Alors, de ces gros canaux artériels, pour arriver à fermer un gros canal artériel comme ça avec une prothèse que vous voyez dans le bas de l'écran, on doit passer différentes structures dans le cœur, et vous imaginez bien que chez un bébé qui pèse 800 grammes, toutes les structures sont fragiles et toutes les étapes peuvent mener à des complications. Je ne dis pas ça pour stresser particulièrement les gens qui font ce genre de procédure, mais c'est simplement que si on connaît les risques inhérents à toutes les étapes, eh bien, on va pouvoir les éviter. Donc, on va éviter de ponctionner l'artère fémorale, comme je vous l'ai dit, pour ne pas avoir d'ischémie de membre inférieur. Et donc, on va ponctionner la veine fémorale et passer dans la veine cave inférieure.
et il faudra faire attention à ne pas léser la veine cave inférieure. Puis on va passer la valve tricuspide, atteindre l'infundibulum, passer la valve pulmonaire, arriver dans le canal artériel et puis arriver dans l'aorte descendante. Et donc à chaque étape, il faudra faire bien attention de ne léser aucune des structures que l'on va croiser. Ici, vous avez deux techniques, la technique que nous on utilise à Paris et la technique de Nantes, qui sont toutes les deux valables. La technique de Paris, c'est qu'on va avancer une coronaire droite dans l'oreillette droite, dans laquelle on va avoir inséré un microcathéter dans lequel on aura aussi inséré un guide de 0,14 et vous voyez que le microcathéter va passer la valve tricuspide pour protéger la valve tricuspide. Ensuite, on va monter le guide 0,014 dans le canal artériel. On va ensuite avancer sur le guide 0,014 le microcathéter qui va servir de tuteur pour monter la gaine de délivrance. Et pour avoir utilisé cette technique-là et en avoir utilisé d'autres, on voit que cette technique rend la procédure beaucoup plus soft. La tricuspide n'est pas maintenue en position ouverte, on ne doit pas augmenter la FiO2 à cause d'une désaturation des enfants. Et donc, la montée de la gaine de délivrance dans l'aorte ascendante se fait de manière très soft. Ici, vous avez la technique utilisée par Alban Baruto à Nantes, qui monte directement le TorqueView dans l'oreillette droite et puis qui va ensuite manipuler un guide floppy dans le cœur pour arriver dans l'aorte descendante. Je pense qu'il existe différentes techniques qui sont tout aussi valables du moment qu'on arrive à protéger les structures et ne pas avoir de lésions, en particulier de la valve tricuspide. Et donc, une fois que vous avez amené votre gaine de délivrance dans l'aorte descendante, vous allez ensuite positionner la prothèse. Et vous voyez ici que la prothèse est encore attachée à son câble et qu'on s'aide de la fluoroscopie, mais aussi de l'échographie, puisque vous voyez sur l'image que la sonde d'échographie est positionnée et c'est l'échographiste qui nous dit « vas-y, tu peux lâcher la prothèse ». Il nous dira qu'on peut lâcher la prothèse sur base de quoi? Sur base de l'échographie que vous voyez sur le côté droit de l'écran, en ayant vérifié qu'il n'y a pas d'obstruction de l'aorte, qu'il n'y a pas d'obstruction de l'artère pulmonaire gauche, que la prothèse est en place et qu'il n'y a pas de chante résiduelle. La coupe du haut, c'est la coupe de rêve, on va dire, où on voit la prothèse, l'aorte et la plaie gauche. Et là, on est content, mais vous voyez qu'on va aussi se centrer d'une part sur l'artère pulmonaire gauche, d'autre part sur la creuse de l'aorte pour s'assurer que la prothèse est en place. Alors, quand je vous disais de faire attention à toutes les structures que l'on va passer, pour la ponction des vaisseaux, on va ponctionner les vaisseaux sous échographie. Une fois qu'on a fini la procédure, il faudra faire attention aussi à la compression, parce que quand vous comprimez une toute petite jambe, on peut aussi avoir des spasmes artériels rien qu'avec une compression un peu agressive. Et des collègues ont déjà eu aussi des ischémies de jambes juste à cause d'un hématome de la ponction veineuse. Donc, les vaisseaux fémoraux sont fragiles. On a essayé d'étudier l'incidence de thrombose des veines fémorales, mais chez des tout petits bébés, l'échographie Doppler en systématique post-procédure n'a pas donné des résultats, je pense, qui étaient vraiment intéressants. Quand on passe dans la veine cave inférieure, il faut aussi faire attention avec les guides. Et l'équipe de Satanandanam à Memphis a décrit un cas de dilacération de la veine cave inférieure. Donc, c'est aussi important de faire attention à la manière dont on place le guide de l'introducteur. Alors, quand on passe la valve tricuspide, on déteste avoir ce genre d'image-là, c'est-à-dire, vous voyez une rupture de cordage parce qu'on a passé la tricuspide de manière un peu agressive. Et donc, c'est pour ça que nous, on a développé la technique chez nous, en tout cas, de passage de la valve tricuspide avec un microcathéter. Alors, quand on arrive dans le ventricule droit et dans l'infundibulum, il faut faire attention aux troubles du rythme et il faut faire attention aussi à l'infundibulum qui est une structure musculaire mais assez fragile. Et donc, si on voit que ça bute, on ne pousse pas, on recommence, on ressort tout parce que sinon on peut avoir des lésions de l'infundibulum.
Les lésions de la valve pulmonaire n'ont jamais été décrites, mais on a déjà tous dû récupérer des devices. Et donc, quand on récupère un device, est-ce qu'on a des fuites pulmonaires et est-ce que ces fuites pulmonaires sont significatives? On n'a pas encore de réponse à cette question. Le canal artériel est une structure vivante, on va dire, c'est-à-dire qu'il peut se spasmer, il peut varier avec la température, il varie avec la ventilation, avec le transport. Il nous est tous arrivé d'avoir un bébé qui avait un canal perméable le matin, il arrive en salle de caté, il n'a pas aimé le transport, il a perdu 1 degré, ben, le canal est spasmé, on ne voit plus du tout, ben, c'est pas le bon jour pour le fermer. Mais il varie aussi avec les manipulations, et je vais vous montrer un cas de spasme artériel, rien qu'avec le passage du guide dans le canal artériel. Et puis, il faut faire attention aussi à la aorte descendante lors du déploiement de la prothèse. Alors, après vous avoir parlé de tout ce qu'il fallait prendre comme précaution pour ne rien léser, je voulais vous montrer quand même quelques exemples de complications. Simplement parce que quand on connaît les complications, eh bien, on peut les éviter. Ici, vous voyez que c'est un device assez long qui a été mis et que l'enfant a une coarctation assez rapidement après la procédure parce que le device est trop dans la horte. Nous n'aurions pas utilisé cette technique, mais là, en tout cas, c'était un enfant qui était très instable et donc ils ont préféré stenter l'enfant. Et à 4 ans de la procédure, ils ont redilaté le stent plusieurs fois et l'enfant va tout à fait bien. Alors, on peut aussi avoir ça c'est, je pense, notre crainte à tous. Vous larguez la prothèse parce que vous êtes content et hop, elle s'en va dans la paix. Et bien ça, on peut aller les chercher et je pense que si on se lance dans ce genre de procédure, il faut avoir des micro-lassos qui passent dans des micro-cathéters et qui peuvent récupérer ces prothèses de manière non traumatique. Et comme je vous disais, la dernière complication qu'on peut avoir, c'est une lésion de la tricuspide, et ça aussi, il faut faire attention pour rentrer dans la valve tricuspide, mais aussi si on doit récupérer une prothèse dans l'artère pulmonaire, il faut faire attention aux manipulations des différents cathéters pour ne pas léser la tricuspide. Alors, on s'est tous mis ensemble pour essayer de voir comment on pouvait éviter ces complications et quand elles arrivent, comment les traiter. Et donc, ça, c'est un article que, de nouveau, Satyanandanam a écrit avec différentes personnes qui travaillent dans ce domaine. Et donc, l'embolisation, je vous l'ai montré. Je pense que l'embolisation, on l'évite avec une bonne échographie et un bon sizing. Les protrusions, je vais vous en parler un peu plus tard. La valve tricuspide, il faut savoir qu'elle est fragile et il faut rentrer dans la valve tricuspide en faisant attention. Le shunt résiduel, ça peut arriver, et ça arrive même fréquemment qu'il y ait un tout petit shunt résiduel dans l'heure ou dans les 24 heures qui suivent la procédure, et en général, ça rentre dans l'ordre. Et il y a des équipes qui ont décrit des insuffisances rénales avec beaucoup de contraste. En France, on s'est amendé cette complication en n'utilisant plus de produits de contraste. Alors, ça, je vous ai montré comment nous, on avait essayé d'éviter les fuites tricuspides en utilisant le microcathéter. Alors, comme je vous disais aussi, le canal est une structure qui est spastique et qui varie dans le temps. On a montré aussi avec Mathilde et Damien avec qui on a beaucoup travaillé sur le sujet, qu'on pouvait avoir des spasmes pendant la procédure et que ces spasmes peuvent être transitoires ou permanents. Et on a aussi montré que quand on stimule le canal artériel mécaniquement, c'est-à-dire quand on met une prothèse dedans et qu'on l'enlève parce qu'on n'est pas satisfait, parce que soit elle crée une coarctation de l'aorte, soit une sténose de la plaie gauche, et qu'on se dit, si on met une plus petite, elle ne va pas tenir, et si on met une prothèse comme ça, on va avoir une coarcte ou une sténose de la plaie gauche, que les canaux artériels se ferment à distance. Alors, on s'était dit quand on a publié l'article que c'est comment présenter un échec comme un succès, mais finalement, dans la littérature, d'autres équipes ont maintenant montré aussi que la stimulation mécanique du canal artériel conduisait dans quasi la totalité des cas à une fermeture. Et donc, le message que j'ai en montrant ces dias, c'est que
ne laissons pas une prothèse imparfaite chez un prématuré, parce qu'une coarctation de l'aorte ou une sténose de la plaie gauche, c'est quand même des complications gravissimes. Et si on estime que la prothèse n'est pas adéquate, on la retire et il y a de grosses chances pour que le canal se ferme dans les jours qui suivent cette tentative de fermeture. Ici, pour vous montrer, vous voyez que quand on regarde à l'angio, il n'y a plus de canal artériel et en fait, il y a eu un spasme créé par la mise en place du guide et par la mise en place de la sonde utilisée pour faire le diagnostic angiographique du canal artériel. Et finalement, chez cet enfant, chez qui on avait vu un canal artériel, on a quand même fermé le canal artériel en mettant une prothèse 4.2. C'est une des raisons qui fait qu'on a arrêté de faire des angiographies parce que vous mesurez un canal à l'angio alors que vous l'avez traumatisé en rentrant un guide dedans et que donc peut-être que les mesures que vous allez faire vont être erronées par rapport à la vraie taille du canal artériel. Et donc, basez-vous sur les mesures échographiques plutôt que des mesures d'angiographie. Alors, dans cet article sur les complications de l'aorte, on avait essayé de développer des algorithmes sur la prise en charge. Donc, en général, si vous avez une coarctation de l'aorte modérée, très bien tolérée, ça va rentrer dans l'ordre. Et si vous avez une coarctation de l'aorte sévère, il faudra soit aller stenter le patient, soit aller enlever la prothèse. Et les mécanismes de coarctation sont un mauvais positionnement de la prothèse qui est positionnée trop postérieure, une prothèse qui est trop grosse, un guidage échographique qui nous rassure de manière erronée ou une migration progressive postérieure de la prothèse, et ça, je vais vous en reparler. Et pour les obstructions de l'artère pulmonaire gauche, vous pouvez avoir une obstruction par une protrusion du disque ou par une compression externe. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de partager notre expérience pour connaître bien la prothèse et connaître tous les écueils de cette prothèse et pour éviter les complications. Quelles sont les expériences que nous avons? On a déjà des grosses séries qui existent dans la littérature et vous voyez que le taux de succès est proche des 100%. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme évidence? Eh bien, quand on compare la fermeture percutanée à la fermeture chirurgicale, on voit que les enfants évoluent beaucoup plus vite, mieux sur le plan respiratoire, avec des durées de ventilation qui sont beaucoup plus courtes après cathétérisme qu'après chirurgie, et des durées de retour au score respiratoire pré-procédure qui sont beaucoup plus rapides aussi avec le cathétérisme. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce que les néonatologues détestaient quand on fermait les canaux artériels par chirurgie, c'est-à-dire le syndrome de bas débit cardiaque post-fermeture de canal artériel est quasi inexistant après fermeture par cathétérisme. Et donc, les enfants sont beaucoup moins malades après le cathétérisme qu'après la chirurgie. Et on voit aussi dans une grosse étude très récente publiée dans le JAMA par les Américains que la durée de ventilation et la durée d'hospitalisation est beaucoup moins importante quand on fait les fermetures par cathétérisme que par chirurgie. Quand on regarde les structures cardiovasculaires et qu'on regarde au long cours la vélocité sur l'artère pulmonaire gauche et sur la crosse de l'aorte, on voit que les vélocités sont stables tant qu'on reste au moment de la procédure avec des vélocités inférieures à 2 mètres par seconde. Donc, on peut accepter en salle de cathétérisme des vélocités sur l'artère pulmonaire gauche à 2 mètres par seconde, un peu moins sur l'aorte. Donc, on a pu démontrer, je pense, par différentes études, la faisabilité de ces procédures en améliorant les résultats, en communiquant entre nous et en voyant quels étaient les écueils à éviter pour diminuer les complications. Donc, je ne vais pas vous parler trop du registre qui a lieu en France. Le but de ce registre est surtout d'évaluer
l'évolution cardiaque, respiratoire et neurologique à moyen terme, avec une population qui commence à être importante puisqu'on a presque 300 malades avec essentiellement des prématurés extrêmes de moins de 26 semaines. On a pu retrouver la faible prévalence de post-ligation cardiac syndrome. Et on a vu que les procédures étaient moins compliquées, avec moins de complications et plus rapides, avec plus d'expérience dans le temps. Et on fait, avec le temps aussi, des bébés de plus en plus petits en termes de poids, mais pas de plus en plus jeunes, simplement parce que les néonatologues vont faire une cure d'ibuprofène, une deuxième cure, et puis nous les référer. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui nous sont encore référés aux alentours de 30 jours de procédure. Qu'est-ce qu'on voudrait encore améliorer? C'est où faire la procédure. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un jour, il faudra faire ces procédures au lit du malade, sans rayon et sans contraste. Et donc, il faudra transporter les médecins et les prothèses plutôt que de transporter les enfants. Une équipe qui a développé ça au maximum, c'est l'équipe de Munich qui maintenant se déplace dans toute l'Allemagne et fait ses procédures uniquement éco-guidées sans même avoir un arceau mobile de scopie avec de très bons résultats. Et je pense que c'est là que nous devons tous arriver. Quel est le timing idéal? On voit bien que le canal va se fermer chez la majorité des patients si on attend suffisamment longtemps. Et donc, pour éviter les complications délétères, il faut être assez rapide, puisqu'on sait que l'hémorragie cérébrale, l'hémorragie pulmonaire et les entérocolites arrivent très précocement. Et donc, il faut trouver le meilleur moment où le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se fermer, mais il faut attendre, il faut éviter d'attendre qu'il y ait des complications gravissimes qui se soient installées. Et ça, personne n'a encore la réponse à l'heure actuelle. Alors, je vous ai fait un dessin, donc vous remarquez tous que je suis une piètre dessinatrice. Jusqu'à présent, on a toujours dit que le canal était une structure tubulaire. Sans doute que le canal est une structure plutôt en forme de stick de hockey et que donc vous avez une ampoule aortique et une ampoule pulmonaire et que le mécanisme de coarctation aortique est sans doute tardive et sans doute qu'on a mis la prothèse un tout petit peu trop postérieure et que le canal s'est constricté de manière active au bout pulmonaire, dans cette ampoule pulmonaire, et qu'il a poussé progressivement la prothèse vers l'aorte en créant une coarctation de l'aorte secondaire. Quelles sont les réponses auxquelles on voudrait vraiment répondre? C'est quoi l'évolution neurologique de ces bébés? C'est quoi l'évolution pulmonaire de ces bébés? Est-ce qu'on les améliore et quand est-ce qu'on va les améliorer au maximum? Pour ça, il faudrait comparer les bébés, mais les comparer avec quelle cohorte, c'est difficile. Et donc, en fait, la question, c'est il faut les randomiser. Et les Américains vont commencer une étude courant 2023 où, après un traitement en première ligne de médicamenteux, on randomisera attente versus cathétérisme. Et j'espère qu'on aura des réponses intéressantes à toutes les questions qu'on se pose. Et l'autre manière de répondre à des questions, ce serait d'avoir un modèle prédictif de quels sont les prémas qui vont souffrir de leur canal artériel et comment savoir ceux à qui on devrait le fermer très rapidement. Donc, c'est une technique relativement nouvelle, mais plus si nouvelle que ça. Les bénéfices à court terme ont été prouvés. Les bénéfices à long terme doivent encore être prouvés. Il faut aller vers une technique moins invasive, c'est-à-dire sans transport, sans contraste et sans rayon, mais avec une prothèse encore, et développer une équipe dédiée au canal préma avec des gens qui s'en occupent au niveau cardio, au niveau respi, au niveau neuro, après la procédure, pour qu'on sache ce que deviennent ces bébés et qu'on puisse répondre encore à toutes les questions qui restent sans réponse à ce jour. Je vous remercie de votre attention.